Mesdames et messieurs, je vois que vous êtes déjà tout ouïe et tout à fait disposés à entrer dans ce cours. Je salue également les personnes à distance qui nous suivent. En précisant une chose technique avant de présenter notre intervenante, c'est que la dernière conférence de Madame Beate Bengard, de la professeure Bengard, qui a eu lieu le 22 novembre dernier, a présenté des soucis techniques, en particulier pour ceux qui vont suivre à distance. Et en fait, nous faisons notre possible pour résoudre ces questions avec le service technique. Donc, ça n'est pas une habitude de nos conférences d'avoir ces difficultés. Donc, nous vous prions de nous excuser et nous espérons qu'aujourd'hui, tout fonctionnera à merveille. Donc, c'est une très grande joie d'élargir ce cours de la faculté de théologie dans le partenariat avec la Fondation Yves et Inès Oltramar sur la question expérience et vérité à une autre discipline que celle que nous avons pour le moment entendue, c'est-à-dire les sciences juridiques. Et c'est un grand privilège de pouvoir profiter de la venue de la professeure Sévane Garibian, qui vient de la faculté de droit où elle est nouvellement nommée professeure ordinaire. Elle a déjà depuis de longues années contribué, elle a été lauréate boursière de la faculté de droit, elle a obtenu des grands programmes FNS, Fonds pour la recherche suisse. Et donc, sa spécificité, sa spécialité dans les dernières années a été notamment la question du droit pénal. Elle enseigne le droit pénal et elle a travaillé notamment sur la question de la justice, du droit et de la vérité, notamment dans les crimes de guerre, dans les dictatures. Elle a été sur le terrain à Buenos Aires, en Argentine, et sur d'autres terrains, en Arménie également, des terrains de génocide et de dictature pour interroger les victimes et pour travailler à cette question du droit et de la vérité. Et nous avons sous les yeux dans l'actualité actuellement la question des crimes de guerre en Ukraine et se pose la question de la vérité. Qui pourra dire la vérité et comment faire la vérité. Donc ça, on ne va pas aborder directement cette question à travers cet exemple, mais ce qu'elle propose de présenter, c'est d'abord la question du droit en tant que droit fondamental, la manière dont les sciences juridiques traitent la question, et à partir de ces recherches, pourra entrer dans des exemples et dans des mises en pratique. Donc vous aurez une première heure de présentation du cours, et ensuite, dans la deuxième heure, tout loisir de poser les questions sur des sujets et des réalités concrètes. Je précise également qu'elle a écrit en 2016 un ouvrage dont j'ai trouvé la trace, mais je ne l'ai pas lu, mais qui est un sujet extraordinaire, la mort du bourreau. Que se passe-t-il dans la mort des dictateurs? Et donc c'est un sujet, c'est vrai qu'on se pose, oui, on se pose la question aussi en tant que théologien, mais c'est intéressant si vous voulez lire cet ouvrage de 2016 et sa thèse, son travail de thèse qui est également publié, pose la question qu'est-ce que le crime, enfin du concept du crime contre l'humanité. Et nous sommes là donc en plein dans l'actualité et c'est un grand bonheur de pouvoir profiter de vos compétences. Je vous remercie d'avance et je vous cède le pupitre. Merci infiniment. Je tiens à faire une petite précision avant de prendre la parole à proprement parler. Je vous prie de m'excuser par avance, j'ai des lésions sur mes cordes vocales. J'ai failli annuler ma présentation de ce jour, mais j'étais tellement heureuse de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet que je suis bien là, mais je risque de tousser ou d'avoir des petits problèmes de voix pendant ma présentation. Je vous remercie de votre compréhension par avance. Alors, mesdames et messieurs, madame la doyenne, chères et chers collègues, je dois dire que c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je contribue aujourd'hui à ce cours interfacultaire sur une thématique que je trouve absolument passionnante et qui est la thématique qui nous unit cet après-midi. Et je remercie évidemment grandement et très chaleureusement les organisateurs, organisatrices pour cette invitation qui m'honore. Alors, je dis que j'ai eu beaucoup de plaisir, en effet, pour plusieurs raisons. 3 principalement. La première, c'est le plaisir de poursuivre un dialogue interdisciplinaire qui a déjà été entamé avec certains et certaines collègues de la faculté de théologie. Ensuite, le plaisir de continuer la réflexion à voix haute, à voix plus ou moins haute, et en partage avec vous surtout
sur les rapports entre le droit, la science et la vérité, qui sont en fait des rapports qui se trouvent au cœur d'une grande partie de mes travaux de recherche, lesquels portent, comme vous l'avez dit, et je vous en remercie, lesquels portent sur le traitement juridique des crimes internationaux dits les plus graves et plus communément appelés les crimes de masse. Alors je le précise parce que cela vous permettra aussi de comprendre ma perspective et à partir d'où est-ce que je parle. Donc j'interroge moi-même les rapports entre le droit et la vérité, mais à l'aune de contexte, et je dirais aujourd'hui à l'aune d'expérience, très spécifique, hors du commun et extraordinaire, hein, dans le cas d'expériences dont on peut dire qu'il s'agit d'expériences extrêmes. Alors, la troisième raison de ce plaisir particulier d'être là aujourd'hui est une raison qui semble plus anecdotique, mais qui en fait est symboliquement très forte. Cette invitation aujourd'hui me permet de constater une fois de plus que le hasard, si tant est qu'il existe, fait décidément souvent bien les choses, puisque ce cours interfacultaire est organisé conjointement avec le département d'astronomie en Sémur de la faculté des sciences. Or, au mois de mai dernier, j'organisais une discussion-débat dans le cadre de mes enseignements à partir de ceci. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Alors, vous l'avez vu, de l'exploration des confins de l'univers à la quête des restes humains avalés par le désert, de l'observation des étoiles à la récolte d'ossements, les ossements de victimes de la dictature de Pinochet. De cette double perspective du ciel à la terre, ce film nous parle de la recherche de la vérité et du travail sur et autour des traces. Il s'agit, vous l'avez vu, de Nostalgia de la Luz, Nostalgie de la lumière, un film du cinéaste Patricio Guzmán, que peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit d'un cinéaste chilien qui est très connu pour ses nombreux documentaires sur l'histoire tourmentée du Chili. Alors, j'avais choisi cette œuvre dans le cadre de mon enseignement à la faculté de droit en mai dernier parce qu'elle relève le défi, je crois, de traiter de manière très sobre, mais aussi très poétique, très humaine, très profonde, de problématiques extrêmement complexes liées à la violence politique extrême, au travers d'une mise en perspective réflexive, mettant en lien deux regards. Le regard des astronomes et celui des femmes qui cherchent nuestros muertos,
nos morts, comme elles disent, ces femmes qui cherchent leurs disparus dans un Chili post-Pinochet. Il ne fut dès lors pas anodin pour moi de découvrir à l'issue de la projection et au fil des discussions qui ont suivi la projection du film, de découvrir que se trouvait parmi nous un petit peu perdus au milieu des juristes, si j'ose dire, eh bien des astronomes, en tout cas un, assis devant moi au premier rang, venu en quelque sorte interroger avec nous les expériences de vérité, et je parle bien d'expérience et de vérité déclinées au pluriel. Pour les astronomes, comme pour les archéologues, les géologues, les historiens, ou encore comme pour ces femmes filmées par Guzman, finalement, il est dit dans le film que pour toutes ces personnes, le seul temps réel serait celui qui vient du passé à l'image de la lumière des étoiles qui parvient jusqu'à nous pour éclairer nos nuits. Ce passé, son traitement, son héritage, ses traces, son déni parfois, ou à l'inverse sa révélation, eh bien, font l'objet d'enjeux absolument considérables qui prennent également forme au sein du droit, en particulier au lendemain de la commission de crimes de masse. Pourquoi? Eh bien parce que ce passé est porteur de vérités, au pluriel. Des vérités qu'il s'agit de mettre en lumière pour mieux comprendre le présent, notre présent. Mon intervention d'aujourd'hui aurait pu s'intituler « De l'expérience de la vérité par le droit au droit à la vérité de l'expérience ». Les violations massives ou systématiques des droits humains sur lesquels je travaille, jusque dans leurs formes les plus extrêmes, c'est-à-dire les génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre évoqués en introduction, révèlent avec acuité et avec une force particulière, bien évidemment, les manques, les limites, les failles, les imperfections, parfois les apories, en tout cas les incomplétudes des mécanismes classiques de justice, et en particulier de la justice pénale. Au fil de la répétition des crimes de masse dans l'histoire, ces violations impliquent à chaque fois, au fur et à mesure, la création de nouveaux instruments juridiques, de nouveaux outils juridiques, de nouvelles expérimentations juridiques par voie de transformation et d'évolution, par voie d'un mouvement de l'existant. C'est ce mouvement-là qui m'intéresse singulièrement dans le cadre de mes propres réflexions, ce mouvement perpétuel du droit, pour s'accorder plus ou moins efficacement à des vérités liées aux réalités sociales que ce droit est censé appréhender. Alors, ces violations massives et leur répétition, malheureusement, l'actualité en témoigne encore, impliquent toutes un bouleversement profond pour la juriste que je suis, entre autres, c'est-à-dire un bouleversement des conceptions du droit, des conceptions de l'État, des conceptions de la justice, en particulier pénale. Et c'est un bouleversement qui a été entamé de manière drastique au début du XXe siècle avec la naissance d'une justice particulière dont vous avez certainement toutes et tous entendu parler à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, la justice pénale, la fameuse justice pénale internationale. Il s'agit d'une justice hors sol, hors norme, elle aussi non ordinaire. En réalité, la justice pénale internationale est une justice d'exception dont le caractère exceptionnel répond à l'exceptionnalité des crimes et de cette criminalité singulière qu'il s'agit d'appréhender. Au-delà de ça, et indépendamment de la justice pénale internationale et de son éclosion et de son développement sur lequel je reviendrai dans un instant, eh bien, les liens étroits qui unissent le droit et la vérité, et je ne parle pas seulement de vérité judiciaire, les liens qui unissent le droit et la vérité judiciaire, mais aussi historiques, philosophiques, scientifiques, eh bien, ont de tout temps alimenté une littérature abondante, une littérature juridique et extra-juridique.
Les questionnements d'aujourd'hui se situent notamment dans la continuité du travail initié par le célèbre philosophe français Michel Foucault. Je me réfère ici à ses travaux des années 70 en particulier sur les rapports entre les modes de production de vérité et le droit. Alors, à tel point que l'expérience juridique a pu mener à l'émergence récente d'un dit droit à la vérité. Droit à la vérité qui ouvre la voie à des recherches novatrices alliant deux problématiques. D'abord, celle du nécessaire déplacement du droit face à des situations hors normes, et puis celle de la vérité, devenue désormais objet d'un droit, la vérité comme objet d'un nouveau droit de l'homme, un nouveau droit humain, de surcroît un droit que l'on peut utiliser contre son État. Alors, qu'est-ce que le droit à la vérité? Le droit à la vérité a pour fondement originel un domaine particulier du droit international. Je vous rassure, je ne rentrerai pas dans les questions de technique juridique, mais simplement vous dire qu'à l'origine, le droit à la vérité, que l'on appelait alors le droit de savoir, émerge au sein du droit international humanitaire, autrement dit, le droit des conflits armés. À travers deux choses. La reconnaissance du droit des familles de connaître le sort réservé à leurs proches dans le cadre d'un conflit armé, fût-il international ou interne, mais à travers aussi une obligation, qui est le corollaire de ce droit, l'obligation qui incombe aux parties, aux différentes parties d'un conflit armé, de rechercher les personnes disparues. Et puis ce droit à la vérité se voit ensuite expressément reconnu et consacré plus tard dans le champ du droit international des droits de l'homme et du droit dit onusien. C'est quoi le droit onusien? C'est tout simplement la production juridique qui est d'une autre forme et d'une autre nature, mais néanmoins c'est du droit, produit donc par les différentes entités constituant l'Organisation des Nations Unies. Alors, cette consécration du droit à la vérité au sein de ce champ du droit international a lieu dans les années 90, et les années 90, ça n'est pas tout à fait anodin. La temporalité est intéressante, puisque les années 90 sont marquées notamment par trois choses. La première, c'est le développement de plus en plus conséquent au sein des sciences sociales, et donc au-delà des sciences juridiques, autour de l'idée même de l'existence de quelque chose qui s'appellerait le devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire a été le fondement éthique pour justifier un bouleversement juridique en particulier au sein de la majorité des États européens, qui fut la pénalisation des discours négationnistes. La pénalisation des discours négationnistes a été réellement initiée de manière conséquente en Europe au début des années 90, en lien avec ce devoir de mémoire appréhendé dans les sciences sociales de manière générale. Et puis, le deuxième élément caractéristique, vous verrez que tout est lié, le deuxième élément caractéristique des années 90, eh bien, c'est ce que j'appelle le boom de la justice pénale internationale, puisque l'ancêtre des tribunaux pénaux internationaux dont vous entendez parler dans les médias quotidiennement, vous le savez peut-être, c'est l'expérience de Nuremberg, d'abord en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, suivi de Tokyo en 1946, et puis durant la guerre froide, plus rien en termes de justice pénale internationale. Mais le début des années 90 marque cet essor de cette justice pénale internationale si singulière, si hors du commun, avec notamment la création du tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie, du tribunal international en 1993, du tribunal pénal international ad hoc pour le Rwanda en 1994, et puis la création de la fameuse Cour pénale internationale au centre de toutes les attentions actuellement, en particulier en lien, mais pas exclusivement, en lien avec la guerre en Ukraine, la Cour pénale internationale, qui est la seule juridiction pénale internationale qui soit permanente et non pas ad hoc.
et non pas d'exception. Elle a été créée en 98 et elle travaille, c'est-à-dire son statut est entré en vigueur. En 2022, nous fêtons donc les 20 ans de cette Cour pénale internationale. Troisième élément caractéristique de ces années 90 également lié aux deux précédents, eh bien, la théorisation de ce que l'on appelle désormais la justice transitionnelle. Tout un nouveau champ disciplinaire qui va émerger à ce moment-là des années 90 autour de cette dite justice transitionnelle. Qu'est-ce que c'est? La justice transitionnelle contient, englobe, mais dépasse la justice pénale, qu'elle soit internationale ou nationale. Donc elle va au-delà. La justice transitionnelle désigne finalement un ensemble beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié de mécanismes de justice mis en place au sortir de violences extrêmes dans des contextes de transition politique, d'où le transitionnel dans justice transitionnelle. Qu'est-ce qu'une transition politique? En termes simples, c'est le passage d'un régime dictatorial ou autoritaire à un régime démocratique ou en devenir démocratique. Donc des moments de bouleversement, des moments de zone grise, des moments de peur, mais aussi de créativité et donc de transformation, y compris du droit. Alors, cette justice transitionnelle englobe donc des pratiques et des expériences diverses, multiformes, qui peuvent être judiciaires ou extrajudiciaires, et qui peuvent être internationales ou étatiques, c'est-à-dire au niveau national de chaque souveraineté étatique interne. Mais dans tous les cas, les mécanismes de justice en question, au-delà donc de la justice pénale, sont censés viser trois mêmes objectifs: la paix, la démocratie et la consolidation de l'état de droit. La justice transitionnelle fait aujourd'hui l'objet d'un très important nouveau champ interdisciplinaire en plein essor et, vous l'aurez compris, d'une très grande actualité. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'apparaît ce que j'appelle le dogme de la lutte contre l'impunité des crimes de masse. Un dogme de la lutte contre l'impunité des crimes de masse qui a été en quelque sorte formalisé ou systématisé dans ce que l'on appelle les principes Jouannet publiés en 1997. Que sont les principes Jouannet? Ce sont des principes qui systématisent l'idée et les prérequis pour une lutte efficace contre l'impunité des violations en question, lesquels principes ont été élaborés par M. Louis Jouannet, décédé depuis, il est décédé il y a quelques années, il y a peu. C'était un magistrat français qui était alors expert à l'ONU et qui a été mandaté pour systématiser cette idée en plein cœur des années 90 de la nécessité de lutter collectivement et au niveau de la communauté internationale contre l'impunité d'une telle criminalité. Alors la lutte contre l'impunité des violations dites les plus graves des droits humains se construit sur 4 droits qui ont pour corollaire 4 obligations. En droit, un droit est lié à une obligation. 4 droits des victimes qui ont donc pour corollaire 4 obligations étatiques internationales. Pourquoi internationales? Puisque ces obligations des États dans ces contextes-là, l'obligation des États dans des contextes d'appréhension de crimes de masse, ont été reconnues désormais au sein du droit international. Donc on dépassait les contours prédéfinis par l'ONU. Alors, quels sont ces 4 droits et 4 obligations liées? Premièrement, le droit à la vérité. Son corollaire, une obligation étatique d'enquêter et d'informer. Deuxièmement, le droit à la justice, lié à l'obligation étatique de poursuivre et de juger. Troisièmement, le droit à la réparation en toute logique, lié à une obligation de réparer matériellement, mais aussi symboliquement, les victimes et leurs familles. Et puis enfin, un droit à la dite garantie de non-répétition en écho
avec une obligation étatique de prévenir la répétition du même. Il s'agit finalement de 4 besoins: vérité, justice, réparation, non-répétition, qui sont intrinsèquement, fortement interconnectés et non exclusifs. Pourquoi? Puisque pour un État, de dire qu'il garantit un accès à ce qui s'est passé aux archives, aux documents, aux informations, eh bien, faire cela, ce que l'on appelle dans le jargon un truth-seeking process, ne justifierait pas par ailleurs de ne pas penser à la manière la plus efficace de permettre aussi aux victimes parallèlement d'accéder à la justice pénale et à un programme de réparation et à des garanties de non-répétition. C'est-à-dire que chaque droit est en réalité complémentaire et interdépendant aux 3 autres. Je ne peux pas me dédouaner de ma responsabilité en tant qu'État en disant, ou alors à l'inverse, ah ben j'ai mis en place un problème de compensation financière des victimes, j'ai fait mon job, je m'arrête là. Donc cette interconnexion et cette non-exclusivité est extrêmement importante dans l'appréhension du moins idéale de la lutte contre l'impunité. Vous verrez pourquoi je dis idéal dans un instant. Quoi qu'il en soit, ces 4 droits et obligations constituent les 4 piliers de la justice transitionnelle, qui est donc établie autour de 4 axes. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que le premier de ces axes, et il n'est pas anodin qu'il soit listé en premier, parce que l'ordre de ces besoins, droits, obligations n'a pas été pensé au hasard, eh bien, le tout premier axe étant, vous l'aurez remarqué, le droit à la vérité. Alors, comment ce droit à la vérité est-il défini? Comme souvent en droit, on ne trouve pas de définition précise ou consensuelle, en tout cas pas de définition universelle de ce que serait le droit à la vérité. Le droit à la vérité a des contours incertains, notamment, de nouveau sans entrer dans des débats techniques, parmi les questions qui se discutent encore entre juristes beaucoup, s'agissant du droit à la vérité, on trouvera la question de savoir s'il s'agit d'un droit autonome ou d'un droit dérivé d'un autre droit humain. En l'occurrence, serait-il un droit que les victimes peuvent revendiquer en tant que tel, impliquant donc une obligation de l'État d'agir en termes d'établissement de la vérité comme une fin en soi, ou s'agirait-il d'un droit dérivé, notamment dérivé du droit à la justice, qui impliquerait donc une autre approche de la vérité comme objet d'un droit? Il s'agirait de la vérité comme moyen, et non plus seulement comme fin, mais comme moyen pour accéder à la justice. C'est un débat qui paraît simple, mais qui en réalité implique des considérations extrêmement techniques et importantes pour les juristes quant à la détermination du sens à apporter aussi au mot vérité dans le cadre de ce droit à la vérité. D'autres débats qui alimentent les questions sont par exemple les débats relatifs à la question de savoir si le droit à la vérité serait un droit individuel, c'est-à-dire qui pourrait être mis en action par des personnes individualisées en tant que victimes directes ou indirectes des crimes. On considère par exemple que les membres de la famille d'une victime directe peuvent aussi avoir le statut de victime indirecte, en particulier dans le cas de victimes non survivantes. Leurs proches peuvent être les porte-voix de ce droit-là dans certaines circonstances. Ou s'agirait-il, au-delà de cela, d'un droit que l'on appelle collectif dans notre jargon, c'est-à-dire un droit qui pourrait être actionné, si j'ose dire, par n'importe quel membre de la société civile concernée par la criminalité en question.
droit individuel, droit collectif, droit autonome, droit dérivé, et enfin, droit imprescriptible. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agirait d'un droit atemporel que tant que des générations se perpétuent, eh bien, ce droit pourrait être saisi par ces personnes-là pour revendiquer des informations, des enquêtes et une action de la part de l'État? Ou est-ce qu'il y aurait une sorte de prescription qui donnerait un terme temporel à la possibilité d'actionner ce droit et donc de revendiquer, d'accéder à la vérité au nom de l'expérience juridique, à proprement parler? Les débats sont ouverts, mais ce qu'il est important pour moi peut-être de vous dire, pour mettre en perspective, c'est qu'il faut savoir que la répression des crimes de masse les plus graves, c'est-à-dire génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre mentionnés préalablement, sont d'ores et déjà reconnus en droit international comme étant des normes imprescriptibles. C'est-à-dire que tant que les responsables ne sont pas décédés, des poursuites pénales peuvent en théorie avoir lieu relativement à la commission de ce qu'on appelle les core crimes, donc le noyau dur des crimes internationaux les plus graves. Donc d'aucuns et d'aucunes considèrent que si la répression des crimes internationaux les plus graves est imprescriptible, alors le droit à la vérité devrait l'être aussi. Très bien. Quoi qu'il en soit, le droit à la vérité constitue, on l'a vu, le tout premier principe dans la systématisation du rapport de l'ONU, du rapport Joannet. C'est littéralement principe numéro 1, donc le point de départ de la lutte contre l'impunité. Et ce principe numéro 1 stipule, je cite, que chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés, ainsi que sur les circonstances et les raisons qui ont conduit, par la violation massive ou systématique des droits de l'homme, à la perpétration de crimes aberrants. L'exercice plein et effectif du droit à la vérité est essentiel pour éviter qu'à l'avenir, les violations ne se reproduisent. Vous voyez à quel point la manière d'appréhender ce droit, en fait, boucle la boucle par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, souvenez-vous, des 4 piliers de leur interconnexion et de leur interconnectivité, c'est-à-dire qu'au fond, le présupposé ici, c'est que sans accès à la vérité, le 4e et dernier besoin, qui est celui de la prévention et de la non-répétition, ne pourrait être garanti. Savoir permet de prévenir. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies, pour vous donner, je ne vais pas faire une liste de toutes les approches différentes que l'on peut trouver du droit à la vérité, mais simplement vous donner ces 2 exemples pour voir un petit peu l'esprit dans lequel il est mobilisé, ce droit à la vérité au niveau international. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rappelle dans un rapport de 2006 que le droit à la vérité, je cite encore, suppose de connaître la vérité absolue et complète quant aux événements qui ont eu lieu, aux circonstances spécifiques qui les ont entourés et aux individus qui y ont participé, y compris les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises et les raisons qui les ont motivées. Alors, c'est intéressant parce que 2006 correspond à l'année durant laquelle, en parallèle, à l'autre bout du monde, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, je vous dirai en 2 mots ce que c'est, la Cour interaméricaine des droits de l'homme à San José va produire une jurisprudence extrêmement importante, précisément, entre autres, pas exclusivement, mais précisément sur le cas chilien, affirmant exactement les mêmes préceptes. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour faire simple, c'est l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Alors, dans certains cas, en particulier face aux disparitions forcées, le droit à la vérité a également une dimension spéciale, précise, très ciblée, qui est celle de connaître le sort des victimes et l'endroit où elles se trouvent, la quête des femmes de notre introduction. Ce qui implique le recours massif et de plus en plus prononcé à la science forensique
et la médecine légale, pour la recherche et l'identification des corps et des restes des victimes. Et l'importance du recours à la science forensique, en particulier l'importance du recours aux tests ADN d'identification génétique dans les enquêtes relatives aux violations massives des droits humains, a notamment été relevée là encore par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à partir de 2009, année à partir de laquelle des rapports sont régulièrement publiés à ce sujet. L'actualité, il va sans dire, nous le rappelle sans cesse. En tout état de cause, il est généralement admis que les procédures pénales judiciaires, donc en d'autres termes le procès pénal, est essentiel pour la garantie du droit à la vérité et l'établissement de cette vérité absolue et complète. Bon, le Haut Commissariat, par exemple, précité, le rappelle explicitement dans le même rapport de 2006. La clé idéale serait donc l'accès à la justice pénale pour garantir pleinement une vérité qui soit absolue et complète. Alors, toutefois, cela pose évidemment la question de la centralité de la vérité judiciaire et donc de la justice pénale. Pouvons-nous réellement penser que la vérité judiciaire produite à l'issue d'un procès pénal serait la plus absolue et la plus complète? Vu la manière dont je vous pose la question, vous comprenez que, à mon sens, il s'agit de nuancer ce présupposé quelque peu, à certains égards, problématique. Intéressant, important, mais certainement pas exclusif d'autres manières d'appréhender la vérité. Alors, je vais vous proposer deux principaux constats, deux principales observations, mais il y en a d'autres, pour vous inviter à réfléchir à pourquoi, finalement, la vérité judiciaire n'est pas armée pour pouvoir ambitionner absolument et complètement de cette possibilité de retranscrire et d'officialiser en quelque sorte par le droit ce qui s'est passé. Premièrement, la vérité judiciaire ne peut par définition pas être absolue et complète. Pourquoi? Pour pléthore de raisons, mais par exemple du fait même des limites de la preuve pénale. Un fait et une preuve, ça n'est pas la même chose. Un fait établi, même historiographiquement, ne va pas nécessairement être admis selon des critères qui sont très restrictifs, très limités, très procéduraux en termes d'établissement de preuves pénales devant une cour de justice. Un fait, même historiquement établi, ne va pas nécessairement pouvoir être considéré comme une preuve pénale pour des juges dans le cadre d'un procès. Et puis, par ailleurs, un procès pénal se construit autour de la dialectique coupable-non coupable. C'est-à-dire que finalement, le procès pénal, ce n'est pas de l'historiographie. Je veux dire, le procès pénal n'a pas pour objectif d'établir les faits ou de travailler autour des indices et des traces. Le procès pénal a pour objectif d'éclairer les juges au mieux au travers des preuves déterminées de manière très limitative, afin que les juges puissent se prononcer non pas sur ce qui s'est passé, mais sur la responsabilité et la culpabilité ou non d'un accusé ou d'une accusée particulière. Donc le champ de la focale, si vous voulez, est déterminé par cet objectif qui est celui de se prononcer sur la responsabilité ou la culpabilité de quelqu'un par rapport à certains actes limités, et non pas d'appréhender le phénomène criminel dans son intégralité. Et puis, évidemment,
il est absolument impossible, même avec toute la bonne foi du monde, avec toutes les ressources financières du monde, avec tout le temps à disposition, de traiter de l'ensemble des crimes de masse commis dans le monde. Enfin, pour vous donner un exemple parmi d'autres, nous sommes confrontés souvent, nous juristes sur le terrain, à des situations de ce que l'on appelle en fait en anglais, de nouveau dans le jargon anglo-saxon, des sham trials, ça veut dire en fait des procès spectacles ou des procès farces, qui visent en réalité une garantie d'impunité, c'est-à-dire qui sont des procès biaisés, sans aucune garantie d'indépendance et d'impartialité des juges, et qui visent simplement à être une vitrine envers le monde, en disant, regardez, nous avons répondu à notre obligation étatique de poursuivre, nous avons établi un procès, mais qui aboutissent à des peines absolument ridicules, ou des acquittements non justifiés du point de vue des exigences juridiques d'un procès équitable, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès qui en réalité ne correspond pas à ce que l'on entend en droit international des droits de l'homme comme pouvant être un procès équitable. Donc c'est une instrumentalisation politique du procès pénal. Ça fait partie aussi des réalités auxquelles on peut et on doit faire face. Et puis, le deuxième argument que j'ai en tête pour nuancer le fait que la vérité judiciaire pourrait être absolue et complète, ou peut-être la plus absolue, peut-être la plus complète, c'est tout simplement que la vérité judiciaire n'est pas toujours accessible. Je veux dire, encore faut-il pouvoir arriver au procès. Et elle n'est pas toujours accessible, cette vérité judiciaire, pour quantité de raisons. Donc si l'on considère, ou si l'on présuppose que la seule vérité, en gros, valide, serait celle produite par les juges, vous imaginez ce que cela signifie? Des multiples quantités de situations qui ne sont jamais arrivées devant une cour de justice, est-ce que cela signifierait que ces faits n'étaient pas criminels? Donc, la vérité judiciaire n'est pas toujours accessible, particulièrement du fait de ce que l'on appelle les défaillances de l'État, c'est-à-dire des situations où l'État responsable n'a pas la volonté, donc c'est le cas des états de mauvaise foi, ou n'a pas la capacité, même de bonne foi, vu les conditions de transition politique, l'effondrement national, l'incapacité des institutions judiciaires à pouvoir faire leur travail, même temporairement, mais tout de même. Donc manque de volonté ou manque de capacité, ça n'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, on appelle ça une défaillance techniquement. Ce sont ces défaillances qui expliquent le plus souvent l'incapacité pour les justices, l'impossibilité pour les victimes d'accéder au juge pénal, en tout cas d'accéder au juge pénal national. Et puis, ces absences de volonté ou de capacité peuvent être comprises sous différentes formes. Par exemple, l'existence de lois d'amnistie. Une loi d'amnistie est un obstacle juridique à pouvoir faire des poursuites pénales, puisque l'amnistie efface le caractère criminel du fait, n'est-ce pas? C'est la fameuse tabula rasa. C'est une fiction juridique, l'amnistie. On fait comme si de rien n'était. Mais il n'empêche que même si elles sont remises en question aujourd'hui très nettement par le droit international, les amnisties des crimes de masse perdurent dans certains États. Les situations de déni de justice, les situations d'États menant des politiques négationnistes, tout cela constitue des obstacles à l'accessibilité du juge pénal. Vous me direz, il y a la justice pénale internationale, elle est faite pour ça. Oui, mais la justice pénale internationale, en cas de défaillance des États, elle aussi est incomplète et imparfaite. Le juge pénal international ne peut pas intervenir dans tous les cas. Sa compétence est limitée par des prérequis, des conditions extrêmement complexes et restreignant son pouvoir d'intervention. Donc la justice pénale internationale, dans certains cas, peut être une issue, mais pas dans tous les cas, loin s'en faut. Idem pour l'intervention d'un juge d'un État tiers. Certains États, comme la Suisse, prévoient une compétence universelle du juge pénal qui peut permettre, sur le papier, d'initier des enquêtes
peut-être même d'arriver jusqu'à des poursuites et un procès pénal, sur le territoire d'un État souverain non directement concerné par les crimes en question. Ça serait une autre manière d'accéder à une forme de vérité. Mais l'intervention des États tiers, vous l'imaginez bien, pour des raisons politiques et diplomatiques évidentes, au-delà du droit, est elle aussi extrêmement limitée et difficilement utilisable et mobilisée. Enfin, simplement un exemple, parce que, Madame, vous l'avez mentionné tout à l'heure, au travers de l'ouvrage cité, la mort des responsables. La mort des responsables qui advient, les auteurs ne sont pas immortels, eh bien la mort éteint l'action pénale. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas juger une personne décédée. Et c'est l'angoisse de la plupart des victimes qui font face à une justice extrêmement lente, c'est le fait de savoir que si le processus dure trop longtemps, il y a de fortes chances que les auteurs disparaissent à leur tour et plus aucune possibilité d'avoir un procès quel qu'il soit. Vous voyez, autant d'obstacles juridiques dans le cadre de cette expérimentation que nous abordons aujourd'hui autour de la vérité, qui explique les limites, l'importance, mais les grandes limites de la vérité judiciaire. Alors, je vais m'approcher de la fin de ma présentation afin de laisser du temps pour la discussion qui suivra la pause, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'est dès lors pas très étonnant de constater que les fameux principes de Louis Joannet, publiés en 1997, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, eh bien, ces principes eux-mêmes soulignent l'importance explicitement des procédures non judiciaires d'enquête et d'établissement des faits. Ça fait l'objet des principes numéro 4 à 12 du rapport. Je vous donne quelques exemples parmi une multiplicité d'exemples. Eh bien, ce que l'on appelle les commissions d'enquête, les commissions d'experts, comme celle, par exemple, établie récemment par l'ONU relativement aux violations massives produites dans le cadre de la guerre en Ukraine. D'accord ? Les commissions vérité et réconciliation, la plus connue étant la fameuse commission sud-africaine, souvenez-vous, comme par hasard aussi dans les années 90, en 94, 95, 96, n'est-ce pas, qui sont des alternatives au procès pénal pour aborder ce que l'on appelle ce truth-seeking process et pour mettre au jour d'autres formes de vérité lorsque la vérité judiciaire n'est pas, pour l'une ou plusieurs des raisons évoquées préalablement. Mais il y a aussi la possibilité de programmes de réparation qui parfois mènent à terme à un changement de situation peut-être plus favorable à l'ouverture d'enquêtes pénales dans un second, troisième, quatrième temps. Il y a ce que l'on appelle, c'est vraiment une liste exemplative, les nouvelles formes de gender justice, c'est-à-dire des mécanismes de justice alternatifs mis de plus en plus en place pour pouvoir se saisir de violations particulières relatives aux crimes de genre et aux violences sexuelles qui sont en plein développement actuellement au sein de la justice transitionnelle. Il y a les politiques mémorielles. Genève est aussi concernée, pourtant ça n'est pas un État sur le territoire duquel des génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre ont été commis, mais vous voyez comment par ricochet, même un État comme la Suisse peut être concerné par les réflexions, les discussions, les révisions, les reconsidérations qui peuvent être impliquées dans le cadre de politiques mémorielles, repensant la manière dont nous devons appréhender l'héritage, en l'occurrence ici dernièrement dans l'actualité, l'héritage du colonialisme par exemple. D'autres exemples que je ne développerai pas, sauf si vous le souhaitez dans le cadre de la discussion qui suivra, mais évidemment les mécanismes dits de justice traditionnelle, j'ai toujours un petit souci avec la notion de justice traditionnelle, mais c'est dans le jargon, la terminologie utilisée, mais qui en réalité désigne des mécanismes de justice extrêmement intéressants et qui sont vraiment mobilisés en particulier par les anthropologues, qui sont les mécanismes de justice des communautés indigènes, ou alors des mécanismes comme des formes de médiation qui fonctionnent relativement bien selon les contextes et qui peuvent venir à titre d'alternative ou de complément
à la justice pénale comme accès à une vérité. Alors, j'avais aussi listé les tribunaux d'opinion ou les procès pour la vérité. Je les laisse de côté pour le moment parce qu'il s'agit vraiment de mécanismes très très particuliers qu'il s'agirait d'expliciter en quelques termes si vous le souhaitez après la pause. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que dans tous les cas, il s'agit d'expérimenter juridiquement une pluralité de vérités au travers d'une pluralité d'outils juridiques. Avant tout, pourquoi? Pour la reconnaissance. La reconnaissance. Et je crois qu'il serait intéressant pour nous, dans le cadre de nos réflexions, de penser aussi le lien entre la notion de vérité et la notion de reconnaissance. Et le mot reconnaissance est un mot que j'aime beaucoup parce que j'y vois, comme vous certainement, plusieurs choses. J'y vois bien sûr le mot connaissance, l'accès à la connaissance. J'y vois le mot reconnaissance, évidemment, mais au sens anglais, je n'ai pas trouvé l'équivalent français, au sens anglais de acknowledgement. La reconnaissance comme acknowledgement, et pas comme recognition. Ce n'est pas la même chose tout à fait. Voilà. Mais j'y vois aussi naissance. Et j'y vois aussi renaissance. Si l'on entre dans les symboles de la même manière que nous sommes entrés dans ce cours au travers de symboles. Il n'est pas anodin non plus, je crois, que le trailer du film de Guzman, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, qui est d'une splendeur absolue, s'achève, je ne sais pas si vous vous le souvenez, sur l'image d'une mère et de son enfant. C'est en écho direct à la problématique de comment faire pour éviter le trauma transgénérationnel, qui par ailleurs est très étudié dans mes domaines, en dehors évidemment des sciences juridiques, et la vérité et la reconnaissance, l'accès à la vérité et à la reconnaissance étant l'un des moyens visant à éviter la perpétration non seulement des crimes, mais du trauma. Ce mot reconnaissance est précieux, je voulais vraiment le partager avec vous aujourd'hui et on en terminera là, c'est-à-dire qu'en parlant de reconnaissance et après avoir déplacé le regard du ciel à la terre, souvenez-vous, eh bien je vous invite maintenant à le déplacer, étonnamment, du désert d'Atacama du Chili, qui était notre point de départ après l'univers, vers le hall d'entrée du Nimaï, à quelques mètres d'ici. Une Nimaï qui abrite les murs de la faculté de droit. Pourquoi? Eh bien parce que si vous entrez dans une Nimaï depuis peu, sur votre droite, vous verrez ça. C'est un mural qui vient d'être élaboré à la mémoire d'Alexei Jacquard. Alexei Jacquard ayant d'ailleurs donné son nom à l'auditoire qui jouxte ce mural, qui est l'un des auditoires les plus grands du Nimaï actuellement. Et pourquoi Alexei Jacquard? Peut-être le savez-vous déjà, mais Alexei Jacquard, bouclons encore la boucle, est un ancien étudiant de l'Université de Genève d'origine chilienne, qui a disparu en 1977 lors d'un séjour à Buenos Aires en Argentine. Il était étudiant en géographie ici, dans la maison. Depuis 1977, ses restes n'ont toujours pas été retrouvés. En revanche, des preuves ont pu être obtenues au fil d'un long travail de plusieurs décennies pour établir le fait qu'il fait partie des victimes des disparitions forcées, programmées, planifiées dans le cadre du plan Condor en Amérique latine. Il est intéressant de voir que le hasard, encore lui, fait encore bien des choses, puisque la cérémonie d'inauguration de ce mural à la mémoire d'Alexei Jacquard a lieu tout à l'heure à Unimaï, devant l'auditoire, à partir
de 18h30. Nous parlions de reconnaissance. Et nous parlions de l'importance de la reconnaissance en écho avec ce que nous fait penser le concept de vérité, y compris dans les murs, pas n'importe lesquels, notamment de la faculté de droit, mais pas seulement, en tout cas les murs de notre université, sur un territoire a priori très éloigné de ces considérations. Ça fait aussi beaucoup réfléchir à la notion de territoire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'entamer la présentation de ce jour, de l'ouvrir sur l'univers, grâce à ce que nous propose Patricio Guzmán. Alors souvenez-vous, finissons encore avec Guzmán avant la pause. Nous avons ouvert ce cours sur ces paroles. Je le cite dans l'extrait visionné. « Ceux qui ont une mémoire peuvent vivre dans le fragile temps présent, nous disait-il. Ceux qui n'en ont pas ne vivent nulle part. » Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de la discussion à venir. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour cet exposé remarquable de clarté, même pour les non-juristes, et puis tellement brûlant d'actualité et d'émotion. Et je me disais, en vous écoutant, quand vous avez parlé de l'image de l'univers, je me disais, et la mémoire. Et à ce moment-là, vous avez ajouté cette citation sur le temps. Donc c'est véritablement une conception qui réunit tous ces aspects. Une constellation, c'est le cas de le dire. Une constellation entre concepts, outils et disciplines, hein, pour appréhender tout ce qui a trait justement au rapport autour de la vérité et de sa mise au jour, en fait, de diverses manières. Formidable d'interdisciplinarité et d'interconnexion. Donc à présent, nous interrompons pour 10 minutes et puis nous poursuivons par la discussion. Merci. Merci à vous. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de cogiter vos questions. Nous reprenons. Alors, qui voudrait se lancer, poser une première question ou commenter ou relier à une question de la réalité présente J'ai un micro qui permet à ceux qui nous écoutent de loin d'entendre aussi vos questions, ce qui est une amélioration par rapport au cours précédent où nous n'en disposions pas. Oui, alors, j'ai plusieurs personnes à la fois. On commence par vous et puis ce sera M. Oui. Si on voit les atrocités qu'il y a en ce moment en Ukraine, comment faut-il pour démontrer que c'est des crimes de guerre? Vous parlez plus fort. Vous l'avez éteint? Ah oui. Oui, donc la question, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, la question des crimes de guerre en Ukraine. La question exactement était par rapport à l'établissement des potentielles preuves. L'établissement des preuves. Mais c'est une question d'autant plus intéressante que je crois que le cas ukrainien, appelons-le comme ça, préfigure peut-être d'un changement de paradigme dans l'organisation du système pénal international. Parce que ce n'est évidemment pas la première fois qu'on a affaire à la recherche, au traitement, à l'analyse et à la préservation en plus, dont on parle beaucoup moins, d'une quantité effroyable d'éléments qui pourraient potentiellement être utilisés et admis à titre de preuve devant un tribunal. Mais ce qui est nouveau par rapport à des configurations que l'on connaît et qui ont précédé celle actuelle, c'est plusieurs éléments. Premièrement, l'immédiateté des réactions tant au niveau international qu'au niveau interne. Et je résumerai cela par l'idée de la mise en réseau. Il y a eu très vite
une mise en réseau qui a été d'ailleurs encouragée par le procureur même de la Cour pénale internationale pour unifier les forces d'enquête et de l'enquête au sens large, impliquant des experts et expertes d'États tiers. La Suisse vient de signer, là, c'était hier, je crois encore, un accord avec la CPI pour une mise à disposition d'experts et d'expertes, par exemple, en matière strictement juridique pour monter les dossiers, mais aussi des experts forensiques, par exemple, pour contribuer, non pas tant à la récolte des preuves, parce que là, il y a un certain nombre d'entités qui ont été mises en place pour ça, mais le traitement de ces données. En fait, le problème aujourd'hui, dans la configuration particulière à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est pas tant la recherche de potentielles preuves, mais leur traitement et leur préservation. Il y a une masse sous laquelle croulent les procureurs, tant internationaux que nationaux, et pour bien faire le travail, et pour pouvoir passer du fait à la preuve dans le domaine pénal, je précise, eh bien, il y a un travail et un professionnalisme dont on ne peut pas faire l'économie, qui implique du temps et des ressources considérables. Donc cette mise en réseau actuelle, elle préfigure peut-être un turn, comme on dit, un changement de paradigme qui peut être intéressant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer là-dessus, vraiment en termes d'organisation de la lutte contre l'impunité, si on devait reprendre ce terme. Alors maintenant, le problème en revanche que je vois arriver, c'est l'absence, à mon sens, de transparence et de clarté autour de la question de savoir comment sont rationalisées, si tant est qu'elles le soient vraiment, les coopérations et les coordinations entre ministère public, par exemple, des États et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et là, je pense que l'enjeu majeur, ça va être de rendre effectif ce réseau qui est mis en place. Le réseau existe, maintenant à voir comment on travaille au sein de ce réseau et comment on protège aussi les éléments récoltés et comment on les analyse au mieux. Mais on est vraiment dans un moment très intéressant de ce point de vue-là et je me réjouis de la distance dont on aura besoin un petit peu là dans quelques années pour pouvoir analyser ce qui est en train de se passer actuellement sous nos yeux. La suite de la question, c'est, étant donné que l'agresseur est au Conseil de sécurité, membre, est-ce que c'est possible, imaginable, qu'on lui retire ce droit? Le droit de veto. Le droit de veto, c'est la question qui tue depuis toujours au sein de l'ONU. C'est toute la problématique du pouvoir qu'ont les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU de bloquer une situation de par l'usage de leur veto. Ça a été utilisé à plusieurs reprises avant. On connaît bien ce souci et ça renvoie à une question de fond de nouveau qui est très technique. Donc, monsieur, permettez-moi de ne pas rentrer dans les détails de technique juridique qui, dans ce contexte, seraient un petit peu ennuyeuses, mais qui, en réalité, sont passionnantes et qui relèvent de la question de la réforme et de la révision de la charte de l'ONU relativement à la problématique du droit de veto. C'est ce qu'on appelle une patate chaude. Voilà. Merci beaucoup, Sévan. Tu as bien montré la différence de méthode entre les personnes qui font de l'histoire et celles qui font du droit, et en particulier du pénal. Mais j'aimerais bien savoir dans quelle mesure les juristes s'intéressent aux travaux historiques et dans quelle mesure les historiennes, les historiens utilisent les matériaux réunis par les pénalistes. Merci infiniment de cette question parce que c'est l'une des choses qui me passionne le plus dans mon travail, c'est justement celle-là, le tricotage autour de l'établissement des faits, sachant que l'on n'a pas les mêmes objectifs en tant que juriste et historien, on n'a pas la même méthodologie, mais on se pose souvent les mêmes questions à partir du traitement de la source. Qu'est-ce qu'un indice? Qu'est-ce qu'une trace? Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une archive? Déjà, comment est-ce qu'on définit une archive? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce sont des questions que l'on peut se poser aussi en tant que juriste, même si la finalité n'est pas nécessairement la même. Alors, à partir d'outils méthodologiques différents, je pense que nos travaux se croisent beaucoup. Et c'est là la zone intéressante. Alors, de quelle manière, pour te répondre concrètement, il y a
pléthore d'illustrations, mais je vais t'en donner une en utilisant justement la plateforme extraordinaire qu'est le procès pénal avec toutes les limites que j'ai énoncées. D'abord, on entend, et moi je fais partie des juristes qui pensent qu'il est intéressant d'entendre encore plus l'expertise des historiens, et pas seulement des historiens, mais des anthropologues, des psychosociaux, des médecins. Les médecins légistes, ils ont plus l'habitude des cours pénales, hein, mais beaucoup moins historiens, anthropologues, sociologues, etc., qui soient plus entendus à titre d'experts dans le cadre de procès, en tout cas relatifs à ce type de problématique, pour nourrir le raisonnement et la réflexion des juges qui devront à terme se prononcer sur des questions de responsabilité pénale individuelle, c'est-à-dire sur des questions extrêmement prégnantes et conséquentes sur la vie des uns, des unes et des autres. Donc cet éclairage, par exemple historiographique auquel tu te réfères, existe déjà, mais à mon sens pourrait être surtout au niveau international développé à titre d'élément à prendre en considération par les juges. À l'inverse, je travaille moi-même avec quantité d'historiens, d'historiennes qui ont comme source primaire des archives judiciaires, c'est-à-dire ce que produisent les juges à terme, qu'il y ait acquittement ou pas, eh bien, ça ne disparaît pas après le jugement. C'est ce qu'on appelle, c'est l'archive judiciaire. Et l'archive judiciaire est extrêmement précieuse également pour les collègues historiens et historiennes. Donc ça, c'est un exemple, si tu veux, de dialogue très concret autour des sources qui nourrissent le travail des uns et des autres. Et ce n'est pas le seul exemple, mais c'en est un. J'allais poser la même question, mais à l'envers. De mon temps, il y avait à Genève un journaliste d'origine arménienne, Armand Gaspard, et qui était d'ailleurs perçu un peu comme un traître par les ultras de son camp parce qu'il avait de bonnes relations avec les autorités turques et il était parfois invité à des colloques savants en Turquie. Et j'ai une fois posé la question, mais puisque la Turquie, les autorités turques tolèrent des discussions sur l'affaire dans les milieux savants, pourquoi ça les gêne tant qu'on officialise la discussion? Et il m'a répondu, ils craignent les demandes en réparation et surtout les revendications territoriales. Ce qui m'amène à ma question, c'est qu'effectivement, il y a, on vient d'en parler, un rôle pour le juge, un rôle pour l'historien, mais ces rôles peuvent se télescoper. Il y a eu aussi à Genève, au XXe siècle, une philosophe, Jeanne Hersch, qui une fois, elle a toujours son heure de gloire, elle a une salle, on lui a dédié une salle dans un haut lieu humanitaire à Genève, lors d'une discussion sur l'affaire des fonds déshérents, ces fonds, enfin je ne vais pas expliquer aux gens dans la salle, ils doivent tous savoir, s'est exclamé, une fois de plus, on veut faire comme si ces choses n'avaient pas eu lieu. Elle voulait dire que c'était une campagne d'exorcisme et pas une campagne de vérité, ni même une campagne un peu de réparation. Que vous inspire ce cri de protestation de Jeanne Hersch, qui d'ailleurs a, avec beaucoup de lucidité, dit « et ce n'est pas la dernière fois que ça se produira ». Alors, il y a beaucoup d'éléments distincts dans vos questions, en réalité. Je pense que ce que je retiens, c'est... d'une part, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il soit si facile de parler aussi librement de certaines choses dans les enceintes, y compris universitaires, en Turquie. Voilà. De la même manière que, y compris, sachez-le, ici dans les murs de l'université, pour ma part, j'ai vécu des situations un petit peu compliquées lorsqu'il s'agissait de parler de certaines questions, au-delà même du génocide des Arméniens d'ailleurs, hein, c'est-à-dire, donc ce n'est pas si évident que ça. La discussion savante, comme vous disiez à juste titre, dans des enceintes comme les nôtres ici, qui sont censées être des safe spaces pour les échanges.
et pour la discussion et pour la réflexion collective. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, ça n'est pas anodin qu'il y ait autant d'universitaires et d'académiciens, par exemple, turcs, mais pas uniquement, puisque vous vous référez à cet exemple, qui sont contraints de s'exiler et qui sont accueillis dans les universités, entre autres européennes. La deuxième chose, c'est la question de la complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, finalement, de qualifier un crime de génocide pour avoir la possibilité d'entamer une réflexion sur les questions de réparation. Et ça, c'est ce qu'on a vu finalement dans la présentation d'aujourd'hui. Fort heureusement, la notion même de réparation n'est pas prédéterminée par le qualificatif de génocide. La quantité de crimes et de violations massives auxquelles j'ai fait référence ne s'inscrivent pas nécessairement dans un plan génocidaire, mais posent la problématique de la réparation avec la même acuité. Donc, vous voyez, je pense que c'est vraiment cette conception holistique de la criminalité extrême dont il s'agit aujourd'hui de discuter, qui permet de comprendre les difficultés, mais pas nécessairement les impasses, dans lesquelles peuvent nous mettre les discours d'effacement, au-delà même du négationnisme, d'effacement. La négation est une forme d'effacement, mais ça n'est pas la seule. Une loi d'amnistie, d'une autre manière, efface certains aspects des faits qui ont eu lieu. D'ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup dans les lois d'amnistie, c'est un paradoxe extraordinaire, c'est que quand vous lisez les termes d'une loi d'amnistie, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, y compris par exemple en France relativement à la guerre d'Indochine ou à la guerre d'Algérie, encore aujourd'hui, en réalité, en amnistiant, on affirme que quelque chose s'est passé. Simplement, on affirme aussi que ce quelque chose qui s'est passé n'est pas qualifié de manière criminelle, on fait comme si, ou en tout cas ne permet pas d'accéder au juge. C'est la fameuse fiction juridique, faire comme si. Mais c'est intéressant parce qu'on considère souvent que les amnisties, en fait, effacent. En réalité, très paradoxalement, elles reconnaissent que quelque chose a eu lieu, mais elles empêchent l'établissement des faits sous tous leurs aspects, en particulier criminels, pour la réflexion autour des conséquences de cette criminalité. Donc, tout ça pour dire, monsieur, que dans les exemples que vous évoquiez, moi je crois que ça appelle une réflexion aussi sur les liens entre les différentes formes d'effacement et la répétition. Oui, je voulais poser la question suivante concernant la justice transitionnelle. Oui. Si j'ai bien compris, je ne suis pas du tout compétent dans la matière. C'est donc le cas d'un passage, par exemple, d'un régime dictatorial et retour à la démocratie. À ce moment-là, il y a toujours des manipulations de la vérité, des deux côtés, en fait. Donc, comment est-ce que le juriste se positionne par rapport à ces manipulations ? Alors, à ce moment-là merci beaucoup de cette question parce qu'en fait, elle permet aussi de faire le lien avec les questions précédentes et en particulier l'importance du rôle aussi des historiens dans ce type d'affaires. Absolument. C'est-à-dire que je crois que le juriste doit avoir l'humilité de considérer que les outils qu'il mobilise ne sont pas nécessairement suffisants pour appréhender certaines réalités telles que potentiellement les abus du droit, les mésusages du droit et l'instrumentalisation politique d'idées très belles sur le papier. Ces manipulations politiques auxquelles vous faites référence sont une réalité avec laquelle on doit pouvoir faire. Et pour pouvoir faire avec, sachant qu'elles ont souvent lieu en ayant l'air d'être conformes au droit, c'est pour ça que je parle d'abus ou de mésusage du droit, eh bien, le travail interdisciplinaire que certaines d'entre nous tenons à mener avec, par exemple, nos collègues historiens, mais pas que, comme disent les plus jeunes, eh bien,
nous offre des outils complémentaires aux nôtres pour déceler ce type de phénomène lorsqu'il advient ou tenter de les déceler au plus tôt. Mais sachez, monsieur, que votre question fait d'autant plus sens que la problématique de l'instrumentalisation est une réalité très courante dans les situations de transition, absolument. Nous devons en tenir compte dans nos réflexions et dans notre pratique sur le terrain. De nouveau, vraiment, je pense que l'une des clés, c'est l'interdisciplinarité. Mais est-ce qu'on y arrive vraiment à en tenir compte de façon objective et rigoureuse? Ou bien on se noie un peu dans la manipulation, finalement? Eh bien, je dis toujours à mes étudiants et étudiantes qu'il faut commencer par répondre aux questions en disant « ça dépend ». Et donc, je vous répondrai « ça dépend ». Mais ça n'est pas une blague, c'est-à-dire je le pense sincèrement, ça dépend. Ça dépend de quel contexte vous parlez, ça dépend de quels experts, expertes sont mobilisés pour accompagner ces processus, ça dépend d'où viennent ces experts, expertes, comment est-ce qu'ils sont outillés, ça dépend des ressources qui sont mises à disposition pour pouvoir faire son travail plus ou moins correctement ou non. Ça dépend de l'accès à un certain nombre de sources qui est plus ou moins facile selon les configurations auxquelles on fait face. Ça dépend d'un grand nombre de critères. Mais oui, c'est plus ou moins difficile, absolument. Sachez que l'on travaille avec ça en tête. Voilà. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres de questions pour le moment, je me permets d'en poser une également, qui est la question de la vérité. Puisque nous avons sous les yeux, dans la guerre en Ukraine, deux vérités qui s'affrontent par rapport à la question des faits qui se passent, la vérité côté ukrainien, la vérité côté russe. Et finalement, vous avez parlé de reconnaissance, reconnaître la vérité. Comment est-ce qu'on arrivera finalement à un moment donné à pouvoir d'abord la reconnaître au sens voir un certain nombre de faits dans leur vérité? Bon, ça, on peut trouver des traces, on a des éléments objectifs, mais est-ce qu'à un moment donné, ces faits objectifs suffisent ou permettent vraiment aux autres qui jusqu'à présent ont dit leur vérité, de reconnaître cette vérité, c'est-à-dire au sens de l'acceptation? Eh bien, mais vous faites référence, je crois qu'on ne peut pas mettre tout sur le même plan, c'est-à-dire une chose est un discours ancré et fondé sur des éléments factuels vérifiables, et autre chose est la propagande politique ou l'idéologie. Je ne pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan ces deux narratives, comme diraient mes collègues anglo-saxons, ces deux types de discours. Donc, de nouveau, ça dépend de quoi on parle. Avant de parler de vérité, il faut d'abord parler de factualité, à mon avis. C'est-à-dire de quelle réalité factuelle parlons-nous et dans quelle mesure sommes-nous en train de faire face à de ce qui relève typiquement du fake news, par exemple, ou de la distorsion des faits, de la propagande idéologique, donc de l'aveuglement et d'une autre forme d'effacement potentiel, ou dans quelle mesure parlons-nous d'une nuance raisonnable à faire, fondée sur des faits qui permettent de mettre en perspective certaines choses que nous abordons. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et je crois que dans votre question, vous faites aussi référence à toute une propagande politique qui ne vise pas un objectif de connaissance ou de reconnaissance, mais qui vise un agenda politique, a priori, entre autres choses. Mais c'est quelque chose que l'histoire nous a enseigné. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Donc je crois que pour nous, scientifiques, quelle que soit notre discipline, pour nous, chercheuses et chercheurs, notre boussole, c'est notre méthodologie, qui doit être très claire en amont de notre travail, afin de pouvoir aborder les éléments d'information ou de désinformation à voir, avec lesquels nous devons travailler,
autour de la question des sources et de la vérificabilité des données que nous énonçons. Il ne serait pas professionnel, par exemple, de ma part, d'énoncer ou de parler de choses si je ne suis pas en mesure de m'assurer d'abord de leur caractère, en fait, factuel. C'est pour ça que j'aime à parler de réalité factuelle plus que de vérité dans certaines configurations extrêmement délicates. Alors, comme on vient d'évoquer le cas de l'Ukraine et de la Russie, je voudrais parler d'un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, où il y a aussi, on est confronté à deux vérités, deux versions de l'histoire, et peut-être que ce conflit... Pardonnez-moi, madame, mais vous voyez, deux versions de l'histoire et deux vérités, ça n'est pas synonymique. Et donc, justement, je voulais savoir, vous avez parlé d'accès à la vérité juridique, et je voulais savoir comment ça se passe pour que des événements soient traités par la Cour pénale internationale, et je pense notamment aux événements de 1948, au plan d'Aleph, au plan d'exode forcé pour les Palestiniens, donc qui s'est fait dans une violence extrême, et qu'en est-il pour la Cour pénale internationale? Très bien, merci de votre question. Alors la Cour pénale internationale a cela de particulier qu'elle a une compétence temporelle limitée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une compétence rétroactive. La Cour pénale internationale, au-delà de toute une série d'autres conditions avant de pouvoir y accéder, parce qu'il est difficile d'accéder à la Cour pénale internationale, qui est vraiment la juridiction, si vous voulez, en la matière de l'ultime recours. Eh bien, du point de vue de sa compétence temporelle, elle ne peut pas être amenée à traiter de crimes de masse commis avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2002, pour être tout à fait précise. Au-delà d'autres conditions qui sont celles des modes de saisine et puis des critères de recevabilité d'une affaire. Mais dans ce cas-là de figure auquel vous faites référence, il s'agit de faits qui ont été commis bien avant son entrée en vigueur, donc elle ne pourrait pas, par ailleurs, de toute manière, se prononcer sur ces questions-là. Dans cette temporalité, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas potentiellement se prononcer sur d'autres violations massives des droits humains survenues après 2002. J'ai une petite question sur le distinguo entre le génocide et les crimes de guerre. Parce que actuellement, on parle beaucoup de génocide, oui, en Ukraine ou ailleurs. Oui. Or, il faut faire un distinguo entre le génocide et le crime de guerre. Oui. Et je pense qu'on a tendance à utiliser le mot génocide un peu vite, actuellement, alors que ce sont des crimes de guerre et pas un génocide. Alors, quelle est votre position là-dessus, s'il vous plaît? D'accord. Déjà, je pense qu'il serait trop tôt de dire c'est ci, c'est ça, ça n'est pas ci, ça n'est pas ça dans une assemblée comme celle-ci. Puisque dire c'est ci ou c'est ça, ça implique d'avoir préalablement travaillé sur les faits. Et comme je le disais tout à l'heure, mais je répondrai à votre question du point de vue technique, parce que la distinction, elle est très explicitement prévue en droit. Voilà. Avant même de parler des questions de qualification, il y a une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté tout à l'heure, et parce que je pense qu'elle est fondamentale, c'est la question du temps. Il faut du temps pour pouvoir analyser comme il se doit, selon des protocoles clairement établis, la masse de données que nous avons aujourd'hui en main. Et ce temps-là est précieux avant de pouvoir tirer des conclusions quelles qu'elles soient. Ça, c'est une chose. Cela étant dit, du point de vue textuel et juridique, la différence est la suivante. La particularité du crime de génocide se situe à deux niveaux. C'est le groupe victime visé et c'est l'existence d'une intention spéciale qui est à prouver alors qu'elle n'est pas approuvée pour le crime contre l'humanité ou pour le crime de guerre. Donc, 4 groupes, du point de vue du droit international, 4 groupes peuvent être victimes de génocide et pas au-delà.
Mais par exemple, le droit pénal suisse, dans notre code pénal suisse, nous avons étendu, le législateur a étendu les groupes victimes du génocide. Il faut le savoir. Donc la définition suisse est par exemple plus large que la définition internationale. Quoi qu'il en soit, le premier élément distinctif du génocide, c'est le fait que les personnes sont tuées, non pas pour l'individu qu'elles sont, mais en tant que membres appartenant au groupe ciblé. Donc et la deuxième caractéristique qui distingue le génocide des autres crimes de masse, c'est l'intention spéciale. En pénal, on appelle ça le dol spécial, qui est beaucoup plus difficile à prouver. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver l'intention spéciale des auteurs de détruire tout ou partie du groupe en question. Donc cette volonté, cette intention de détruire tout ou partie du groupe fait la particularité du génocide du point de vue de la preuve. Voilà. Ethnique, raciale, religieuse ou nationale, ce sont les critères en droit international. Absolument. Donc vous voyez, le degré de preuve est beaucoup plus haut et les exigences sont beaucoup plus hautes relativement au concept de génocide pour pouvoir le qualifier juridiquement comme tel. Absolument. Mais c'est là aussi où le travail des historiens est extrêmement précieux pour les juristes, parce qu'avec la distance et le temps nécessaire pour analyser toutes ces sources, peuvent apparaître dans l'historiographie des éléments dont les juristes peuvent et doivent tenir compte pour élaborer la plénitude de l'intentionnalité en jeu. Mais absolument, oui, tout à fait. Des trois crimes de masse, on appelle ça, crime de masse, c'est pas un terme juridique, hein, mais c'est le terme commun. Des trois crimes d'intention les plus graves, que sont crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, le génocide est le plus difficilement prouvable. Voilà, je crois que... Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Une toute dernière? À chacun ses films cultes. Vous avez recommandé un film d'un certain Guzman tout à l'heure, si j'ai bien entendu. Avez-vous vu le film libanais L'Insulte, qui décrit les crimes dont on a le droit de parler et ceux dont on n'a pas le droit de parler, ceux dont il faut taire, ceux qu'il faut taire. Inégalité de traitement qui génère beaucoup de rancœur dans certains groupes. Absolument, absolument, monsieur. Mais je vous ai déjà vu dans le cadre des projections et des débats que j'organise au sein de mes enseignements. Donc vous connaissez un petit peu le type de programme qu'on met en place pour pouvoir aborder aussi au travers de l'image la diversité des problématiques qu'il s'agit de saisir dans toute leur spécificité. Dans toute leur spécificité. Ce qui n'est pas une tâche aisée. Une tâche aisée, mais effectivement, c'est une sensibilisation à l'importance de la précision et du détail qui relève aussi de notre devoir en tant qu'enseignant et enseignante lorsque l'on transmet sur ces questions-là. Vous pouvez peut-être dire juste un mot de ces projections que vous avez organisées? Oui. Ça s'appelait la trilogie 3 films, 3 débats, mais je la suspends cette année. Elle a lieu habituellement chaque année au printemps, mais je la remplacerai par un autre événement que je suis en train de monter qui sera diffusé au sein de l'Université de Genève, dont je ne peux pas encore parler parce que ce n'est pas encore officiel, mais qui alliera projection cinéma et débat avec experts et expertes. Donc, de toute façon, ça sera communiqué dans le cadre de l'Université de Genève et ça aurait lieu, si ça a lieu bien cette année, au printemps. Ouais. Très bien, puisque vous aviez organisé si je me souviens bien, sur les restes Alors, il y avait sur la question des exhumations, sur la question des procès hors du commun et sur la question de la parole du bourreau. C'est-à-dire que c'est quelque chose une chose sur laquelle on travaille beaucoup moins, c'est que disent les bourreaux lorsqu'on les interroge. Ils justifient, ils nient, ils choisissent le silence ou ils confessent. Mais quelle que soit la chose qu'ils disent, elle est aussi à entendre et à travailler. Très bien.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Merci infiniment de l'invitation. Merci pour cette passionnante soirée. Juste un mot pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera le professeur Jacques Besson, professeur de médecine, qui parlera des neurosciences.